matin, les gens ne sont pas réveillés, hein. Ils sont encore dans le week-end. Je me demandais, parce que c'était marqué, tu sais, qu'il y avait sous la présidence de, tu sais, l'Île-de-France, Macron, machin, tout ça. Je crois qu'il y a souvent des délégations ministérielles dans ce salon-là, Ouais. le premier jour. On ne sait pas où et quand. C'est ça. Ok. Bon, c'est l'heure. Ok, on va commencer. Micro, tester si ça marche. Allô? Le mien fonctionne. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour une petite présentation concernant la cybersécurité et les produits électromédicaux. Voilà. Je me présente rapidement. Moi, je suis Sun Pham, directeur commercial du LCE. On va vous présenter rapidement en quelques mots ce que nous faisons. Et puis après, il y aura une deuxième partie consacrée à la cybersécurité où Jérôme va aussi vous expliquer dans les détails. D'accord? Alors, le LCE, c'est le laboratoire central des industries électriques. Nous faisons partie du groupe Bureau Veritas. Notre métier, c'est de certifier des produits électriques au sens large. Et notre objectif, c'est accompagner nos industriels sur la mise sur le marché, aussi bien en Europe qu'à l'étranger. Donc le produit, il voyage un peu comme nous. Il faut des papiers, des passeports, des dossiers. Voilà. Alors, d'abord, un petit mot concernant la maison mère, qui est une très grande maison. On est 80 000 personnes dans le monde. En France, on est un peu moins de 9 000. Donc, on est présent partout dans le monde, à l'étranger, là où il y a l'activité. Donc, on a l'habitude de dire qu'on est la deuxième société française à être présent à l'international, derrière Air France. Voilà. Alors, avec un chiffre d'affaires de 6 milliards, et on a un certain nombre de clients. Alors là, 400 000, c'est beaucoup. Bon, voilà, c'est parce qu'on est présent aussi partout dans le monde, là où il y a l'activité nécessitant une tierce partie. Alors, on est présent dans l'ensemble des secteurs de marché. Donc, le métier historique du groupe, c'est la marine. Le métier d'origine du groupe, c'est certifier des navires, il y a quelques siècles. Vient ensuite la révolution industrielle, la machine thermique, la construction, l'industrie au sens large. Et aujourd'hui, après les biens de consommation, on maîtrise aussi tout ce qui est qualité de matière première, parce que dans la fabrication, c'est aussi important de s'en assurer que la matière première est bien, respecte bien les critères. Alors, le MCO lui-même, il a été créé il y a quelques années déjà. Donc, il y a 2 ans, on a fêté notre 140e année d'anniversaire. Alors, je vais aller directement. Nous sommes basés en région parisienne, à Fontenay-aux-Roses, au sud de Paris. Mais nous avons aussi une présence importante à Grenoble. À Grenoble, c'est aussi un bassin très important dans l'industrie électronique. Faut se rappeler aussi dans le passé, c'est aussi un bassin électronique très important. Il y a aussi une activité électromédicale très très dense dans cette région. Alors à Paris, nous avons trois laboratoires répartis sur 3 sites. Le principal étant à Fontenay-aux-Roses, les 2 autres se trouvent aux Ulysses et un autre se trouve à Moret-sur-Loing, à côté Fontainebleau. On a aussi une présence dans l'Est pour travailler aussi avec des clients qui se trouvent à la zone frontalière avec l'Allemagne. Et
Ça marche. Voilà, désolé pour la petite interruption. Alors, concernant les MCE, eh bien, nous sommes 230 personnes réparties sur les 6 bureaux que nous venons de voir. Donc, nous avons réalisé l'année dernière 26 millions de chiffre d'affaires. Alors, en ce qui concerne le MCE, nous travaillons sur différents segments de marché. Alors, le marché le plus important, c'est la partie énergie. Hein. Donc, on travaille sur les câbles aériennes de haute tension qui permettent de transporter l'électricité jusqu'à la maison. Ensuite, on travaille aussi sur l'infrastructure électrique qui comprend les transformateurs abaisseurs pour distribuer dans les zones et dans les villes, et aussi tout l'appareillage auto-électricité, hein, les TGBT en industrie, vos coffrets à la maison, ce qui permet d'amener le courant à la maison. Donc, dans ce segment marché, on travaille avec des champions nationaux, des Schneider, des Legrand, Aguerre aussi. Voilà. Le deuxième marché important, qui est le marché de l'électronique, télécommunication et santé. Hein, c'est la grande famille de l'électronique au sens large, dont fait partie des appareils électromédicaux. Évidemment, là-dedans, vous allez trouver tout l'écosystème du médical que vous connaissez. Troisième marché, c'est l'équipement de l'habitat. Hein, c'est des produits qui consomment de l'énergie à la maison. Par exemple, les pompes chaleur, l'électroménager, la ventilation, la gestion centralisée du bâtiment non tertiaire. Et puis, le dernier segment marché, qui est le transport. Alors, on ne traite pas la voiture ni l'avion, on traite les produits embarqués. Voilà. Évidemment, parmi les essais que l'on fait, on va retrouver la CEM, compatibilité électromagnétique. On traite les produits connectés, on fait la vibration sur les équipements. On travaille aussi, dans certains cas, des produits installés sur les plateformes pétrochimiques qui rencontrent des risques d'explosion, ce qu'on appelle communément antidéflagrants. On fait des tests aussi haute tension. On simule les injections de courant et de tension pour simuler, en cas d'orage, il y a de la foudre indirecte sur les équipements. On travaille aussi sur la performance, par exemple les pompes chaleur. La production d'eau chaude aujourd'hui, c'est les pompes chaleur. On travaille aussi depuis 10 ans, tout ce qui est bande de recharge de voitures électriques. On a certifié la première bande qui permet de mettre en place, il y a quelques années, Autolib. Voilà. Et puis, depuis ces dernières années, il y a un fort développement en éco-conception. Nous le faisons depuis 2007, cette activité. Alors aujourd'hui, on a quitté l'ère de greenwashing pour parler vraiment de l'empreinte carbone avec des critères, des référentiels, des protocoles adaptés pour vraiment mesurer l'empreinte carbone. Et puis, en termes de certificats que l'on émet, donc on a émis plus de 6500 certificats répartis pour moitié des industriels européens et l'autre moitié des industriels en Asie. On trouve aussi des industriels aux États-Unis et dans d'autres continents. Donc, on a une vingtaine de personnes qui travaillent sur la partie émission de certificats. Alors, quand je disais tout à l'heure, notre produit, il voyage. C'est comme nous. Il y a besoin de carte d'identité, de passeport et visa. Eh bien, nous, on fait la même chose. Nos certificats, c'est ça. Ça aide nos industriels à vendre dans le monde entier. Voilà. En France, on délivre la marque NF pour beaucoup de produits électriques et électroniques. On est mandaté par l'AFNOR pour ça. Sur le plan européen, on délivre aussi un certain nombre de certificats européens. La marque GS, EX pour les produits dangereux, HAR pour les câbles, ENEC pour les produits électriques. Le numéro 08, c'est le numéro de la France. Et puis à l'international, certificat CB, on délivre aussi des marques NRTL pour que nos clients puissent vendre aussi au marché nord-américain. Et voilà, on va attaquer le vif du sujet qui est la cybersécurité. Et là, je laisse la parole à Jérôme. Je te laisse te présenter. Oui, merci Son. Alors attends, il faut que tu me passes la télécommande. Oui, donc je me présente d'abord, je suis Jérôme Hamel, je suis responsable de la cybersécurité au LCIE. Sur différents domaines, c'est le premier slide en fait, où on vous explique un petit peu où la cybersécurité intervient
dans le monde de tous les jours. Donc, nous, on a plus ou moins 4 façons de présenter la cybersécurité. Donc, celle qu'on va regarder aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les produits connectés, l'IoT. Donc, c'est le marché traditionnel du LCIE, c'est là où on a le plus d'activités. Donc, il y a tout ce qui est IoT Consumer, c'est un petit peu le type de produit que Sun a présenté, c'est ce qu'on fait le plus. Après, on fait aussi de la cybersécurité dans l'automobile par rapport à une régulation de l'UNIS qui est indispensable pour mettre les produits sur le marché, enfin les véhicules. Et après, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le médical. Donc, je vous expliquerai les différentes normes. Et dans ce slide, on voit en fait que la cybersécurité, ça concerne plusieurs choses. Il y a la cybersécurité qu'on inclut dans le produit. Et il y a toute une partie process qui est aussi inclue dans la cybersécurité qu'on met dans les produits. Il y a aussi la cybersécurité pour les personnes. Donc, c'est le fait de connaître les règles, d'avoir des règles d'hygiène, d'avoir des formations, de mettre tout le monde au même niveau sur les dangers et les bonnes pratiques de cybersécurité. Et il y a la cybersécurité la plus ancienne, en fait, celle que tout le monde connaît un petit peu, c'est la cybersécurité dans l'IT. Donc c'est toute la gestion des réseaux, les PC d'entreprise, tout ce qui est finalement protégé depuis un peu plus longtemps que les produits IoT, on va dire, parce que c'est là où les premières attaques se sont perpétrées. Et on intervient également dans la dernière partie qui est le monde industriel. Donc c'est à la fois sur les produits et aussi sur les process. Et donc là, on parle de systèmes d'interface plus critiques et aussi d'environnement critique. Donc c'est notre 4e type d'intervention. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie IoT. Donc, alors on commence par les prestations de cybersécurité. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cybersécurité, avant tout, c'est une démarche. En général, on ne peut pas décider du jour au lendemain d'implémenter la cybersécurité dans le produit. Ça demande un certain temps de réflexion pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, comment on va le faire, à quel rythme. Et donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu, nous, des services qui permettent aux gens, finalement, de se préparer pour, à la fin, pouvoir implémenter la cybersécurité et la vérifier jusqu'à une vérification de conformité par rapport au marché que vous visez, qui peut être une certification ou une réglementation. Donc ça commence généralement par une analyse d'écart par rapport à la norme que vous allez viser et le marché que vous souhaitez adresser. Donc on va revenir sur les types de normes qui sont applicables pour le médical. Souvent, et c'est indispensable dans le monde du médical, on parle d'analyse de risque. Donc ce que vous connaissez sans doute, c'est l'analyse de risque safety. Donc il y a un peu le même principe en cybersécurité, sauf, c'est-à-dire c'est le même principe, on a une analyse de risque, on regarde comment on peut mitiger les risques et on implémente les différentes fonctions de sécurité pour mitiger les risques, mais l'analyse en elle-même est très différente de l'analyse safety. En revanche, la démarche est très similaire. Et ensuite, en fait, ce qui est demandé par les différentes réglementations dont on va parler, il y a systématiquement un besoin de faire des pentests. Donc vous pouvez éventuellement éviter de faire des pentests si vous avez la possibilité de le justifier dans votre analyse de risque, mais la plupart du temps, c'est demandé par les différentes réglementations pour mettre les produits sur le marché. Et donc il y a aussi la possibilité de se préparer pour définir la stratégie, mais enfin ça intervient plutôt... Donc c'est pas tout à fait dans l'ordre, c'est plutôt préparation, analyse de risque, analyse d'écart, pentest. Donc le médical, sur tous les secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, là en fait on a mis une échelle qui correspond au niveau de criticité cybersécurité qui ont été définis au niveau européen dans le Cyber Security Act. Donc il y a 3 niveaux qui ont été définis, le basique, le substantiel et le high. Donc le high, c'est ce qui existe depuis longtemps, depuis 20 à 30 ans. C'est là, en fait, on protège les infrastructures critiques, tout ce qui est paiement, tout ce qui est firewall, etc. Tout ça, c'était déjà testé depuis longtemps. Et en fait, avec la multiplication des attaques,
il y a eu un besoin de sécurité sur des environnements un petit peu moins dangereux en termes de cybersécurité. Et c'est pour ça qu'il y a 3 niveaux qui ont été définis. Donc le basique, le substantiel et le high. Et le médical, nous, on le considère à peu près dans le bas du high ou dans le haut du substantiel. Ça dépend comment on peut le voir. Et justement, quand vous allez faire votre analyse de risque, vous allez pouvoir justifier d'un certain niveau de criticité et justifier du type de cybersécurité que vous implémentez. Alors les dispositifs médicaux, c'est ce à quoi on va appliquer la cybersécurité. Donc moi je pense que vous connaissez bien ces définitions si vous êtes dans ce salon. Vous avez certainement dans vos entreprises, vous faites des objets médicaux. Donc c'est tout ce qui interagit directement avec le corps humain, qui capture des données qui sont liées à des diagnostics et donc qui ont un impact finalement sur la santé du patient voire la vie du patient. Donc en tant qu'exemple, là on vous en a mis quelques-uns, des pompes à insuline, stimulateurs cardiaques. Il y a aussi tout ce qui est application, ça fait partie, c'est considéré comme dispositif médical et on fait aussi de la cybersécurité pour des applications et du software. Et donc système à ultrasons, etc. Donc voilà, ça c'est juste pour cadrer ce sur quoi on va appliquer la cybersécurité. Alors pourquoi on fait la cybersécurité? C'est lié en fait au risque d'attaque, très simplement. Donc historiquement, les dispositifs médicaux étaient concentrés sur la performance et la safety. Quand on dit sécurité, à ce moment-là, on parle plutôt de safety. Et en fait, pourquoi la cybersécurité devient nécessaire? C'est parce qu'il y a de plus en plus de fonctions et de connectivité. Et ça, les connectivités, forcément, c'est des portes pour les attaquants et pour pouvoir prendre le contrôle du produit ou prendre des données, les rendre inopérants, enfin bon, faire tout un tas de choses. C'est faisable via les interfaces. Donc typiquement, la plupart maintenant des objets connectés médicaux ont des interfaces telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, Ethernet, USB, etc. Donc ça s'applique, comme c'est marqué ici, pas simplement aux produits qui sont disponibles dans les hôpitaux, mais également les produits qui sont utilisés par les patients chez eux. Donc, au vu de ces attaques possibles, et ce dont vous avez surtout entendu parler, je pense, c'est les ransomware dans les hôpitaux. Il y a eu aussi des attaques un peu plus concrètes qui ont été faites à partir d'objets médicaux. Donc typiquement, Sloan parlait tout à l'heure de pompes à chaleur. Il y a eu des attaques qui ont été faites dans certains hôpitaux français où avant d'atteindre le réseau de l'hôpital, on est passé en fait par le système de chauffage de l'hôpital. Donc quelque part, c'est pas forcément la cible terminale, mais souvent les objets peuvent être utilisés pour atteindre une cible plus importante. Et c'est aussi pour ça que les hôpitaux, en général, et la réglementation commencent à demander un niveau de cybersécurité minimum pour se prémunir justement d'attaques via ces objets. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 aspects. C'est les réglementations qui sont applicables aux États-Unis, à la FDA et la MDR. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 réglementations n'ont pas évolué au même rythme. La FDA, en fait, il demande de la cybersécurité depuis 3 ans. Donc nous, typiquement, si on reprend notre expérience en cyber, la plupart des dossiers qu'on a pu traiter, c'était surtout des fabricants qui voulaient mettre leurs produits sur le marché américain. Et un bon nombre d'entre eux se sont fait retoquer parce qu'ils avaient un petit peu traité ça à la légère, c'est-à-dire qu'ils avaient considéré que c'était juste une petite couche supplémentaire sur la démarche risque safety. Et ils avaient souvent soumis leur dossier sans réelle analyse de risque cybersécurité et souvent aussi sans test dédié cybersécurité. Donc en fait, les premiers dossiers qu'on a fait, c'était des gens qui s'étaient retoqués comme ça. Et donc on les a aidés à se mettre en conformité. Donc c'est pas forcément que leur produit était
pas assez sécurisé, mais c'était que le dossier n'était pas du tout suffisamment bien établi. Et après, effectivement, un certain nombre d'entre eux ont eu à implémenter des choses supplémentaires, soit dans le produit, soit dans le process d'utilisation de leurs produits. Donc la MDR, c'est un peu plus récent qui s'intéresse à la cybersécurité, mais on commence à avoir aussi des dossiers qu'on traite à cause de la MDR. Ça fait à peu près 1 an. Et donc là, on traite uniquement de ces deux réglementations-là. Donc il faut savoir que ce qui est demandé par ces deux réglementations-là, ça couvre à peu près le monde entier en termes d'exigences techniques. Donc si vous êtes conforme à ça, vous pourrez à peu près distribuer votre produit partout. Mais pour information, on a aussi traité des dossiers qui étaient refusés au Japon, dans d'autres pays. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis et en Europe où la réglementation devient un peu plus exigeante en termes de cybersécurité. Donc en fait, concrètement, ce qui est demandé par ces deux réglementations est très similaire. L'idée, c'est d'avoir une démarche très similaire à ce que vous faites déjà pour la safety, qui tourne autour de la gestion des risques et l'analyse des menaces. Donc ça, vous connaissez la démarche pour la safety. La seule chose, c'est que la façon de définir les risques est différente. Ce ne sont pas des risques de probabilité, mais c'est le type d'attaquant, qu'est-ce que vous voulez protéger, comment l'attaquant peut s'y prendre. Disons que le début de la démarche est différent. Après, l'impact d'un risque est souvent le même, mais en revanche, le début est différent. Et évidemment, les fonctions de cybersécurité que vous allez implémenter seront différentes, puisque là, vous allez faire des authentifications, du cryptage, des choses assez classiques en cybersécurité. Mais voilà. Et en fait, quand vous allez mettre le dossier, l'idée, c'est de montrer que par rapport au risque que vous avez implémenté le bon niveau de cybersécurité. Et l'idée aussi, c'est donc le premier élément central, c'est l'analyse de risque. Et le deuxième élément, c'est la preuve via des pentests que ce que vous avez mis en place en termes de fonctions de sécurité est efficace. Et là aussi, on s'aperçoit, parce qu'on en a fait beaucoup les 3 années précédentes, que même après une analyse de risque et l'implémentation de cybersécurité, souvent il y a encore des failles qui ne sont pas forcément liées à un manque d'implémentation, mais ça peut être des problèmes de configuration, des règles qui ne sont pas suffisamment bien définies. Et au final, nos équipes de pentest arrivent souvent à trouver, enfin c'est même pas souvent, pour l'instant ça a été 100% du temps, ils ont trouvé systématiquement quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est pour ça que quand vous soumettez un dossier, jusqu'à maintenant c'était les 2 éléments principaux. Et depuis en fait la mise à jour de la nouvelle FDA en 2022, et également c'est demandé à la MDR, les autorités commencent à regarder tout ce qui est process et gestion de la post-commercialisation. Donc l'idée de la mise en place du process, c'est ce qu'on appelle la security by design. Donc justement, c'est pas de faire comme les dossiers qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, où les gens viennent nous voir un petit peu quand c'est trop tard, qu'ils se sont déjà fait retoquer, mais c'est justement d'implémenter dans votre process de développement l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la cybersécurité. Donc ça contient l'analyse de risque, donc c'est toujours la même démarche, mais simplement il ne faut pas la faire en fin de produit, mais il faut le faire au moment du design et faire les étapes une par une. Et donc ça, c'est défini dans certains référentiels, et il demande aussi maintenant des preuves que votre process est bien implémenté d'une façon à garantir la security by design. Donc après, ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'il y a beaucoup de référentiels. Donc pour vous y retrouver, c'est pas évident. Donc là, j'ai cité un petit peu tout ce qu'il y avait autour du médical, de la safety, de la cybersécurité. Et notre rôle, nous, c'est justement de faire le tri parmi tout ça et de vous dire qu'est-ce qui est vraiment applicable. Donc là, c'est le petit tableau qui vous récapitulatif qui vous explique ce qu'il faut faire. Donc en fait, il y a la norme la plus ancienne, c'est l'ANSI UL 2900, et c'est celle qui était la plus utilisée au départ parce que c'était surtout pour le marché américain. Et donc, elle prend en compte notamment toute cette phase d'analyse de risque et définit la façon de faire et définit les types de contrôles de sécurité qu'il faut mettre en place. Notamment, cette norme vous demande, quand vous n'implémentez pas un contrôle de sécurité, pourquoi vous ne le faites pas, de le justifier par l'analyse de risque.
et définit aussi la façon de faire les tests. Donc il y a aussi une partie analyse de code, gestion des vulnérabilités, en plus des pentests, enfin ça fait partie des pentests quelque part, et définit tout ça. Donc c'est les premiers éléments qui sont dans le tableau. Et après, il y a des normes qui sont équivalentes, mais qui sont un peu plus internationales, on va dire, que l'ANSI UL 2900, qui sont dérivées d'une autre norme qui est plus ancienne, qui a une dizaine d'années, la 62443. Et donc, il y a une norme qui est orientée produit, qui est la 60601-4-5. Donc, c'est celle où vous allez retrouver l'ensemble des contrôles de sécurité que vous devez implémenter dans le produit. Et il y a la norme qui est orientée plus process. Donc, c'est celle-là qui va vous permettre de faire la security by design. Donc, elle reprend un peu comme dans l'UL 2900, comment vous devez faire l'analyse de risque, comment vous devez faire de la revue de code, comment vous devez faire de la gestion des vulnérabilités, et gère également la fin du processus, ce qui n'est pas le cas dans la norme ANSI UL 2900. Donc, ça vous explique, une fois que vous avez délivré votre produit, quelles sont vos obligations en termes de cybersécurité. Voilà. Donc, pour faire simple, en fait, quand vous voulez couvrir l'ensemble, c'est-à-dire les aspects techniques pour mettre votre dossier et la partie process, l'idée c'est de prendre l'ANSI UL 2900 plus la 81001-5-1, sachant qu'il y a un petit peu un overlap sur les parties qui sont marquées, donc c'est tout ce qui est sur la partie analyse de risque et pentest, vous pouvez suivre soit l'un soit l'autre. Mais quand vous voulez être complet, l'idéal, c'est vraiment d'implémenter le process avec la 81001-5-1 et après de vous servir de l'ANSI UL 2900 pour la partie contrôle de sécurité. Donc, c'est vraiment la partie description technique des features de sécurité implémentées. Donc, après, la démarche en elle-même, comme je pense que c'est ce que vous connaissez aussi sur la safety, le point central, c'est vraiment le début de la démarche, c'est l'analyse de cybersécurité. Et après, en fait, il y a toute une partie documentaire qui est à faire. Donc ça, c'est quand vous faites l'ensemble du process. C'est ce qui est appelé conseil de sécurité et étiquetage. Et c'est important parce que c'est pas parce que vous avez implémenté la cybersécurité dans votre produit qu'il sera bien utilisé et que la cybersécurité sera garantie. Il faut aussi donner les différents guidelines pour pouvoir paramétrer le produit, l'installer et le maintenir en sécurité. Donc ça, c'est ce qui est marqué conseil de sécurité et étiquetage. Donc ça fait partie du dossier, c'est ce que vous fournissez aux utilisateurs de votre produit. Et après, il y a la démarche en fait de développement, donc avec la définition des contrôles de sécurité associés au risque, la mise en œuvre, donc c'est-à-dire l'implémentation des contrôles de sécurité, et à la fin, la partie vérification des contrôles de sécurité, donc c'est les pentests et les revues de code. Et donc quand vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à passer des certifications qui ne sont pas obligatoires ou à délivrer votre dossier à la MDR ou à l'FDA. Donc ça, c'est vraiment la démarche dans le temps. Et en bas, vous avez les services que nous, on fournit en fonction de ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, en termes de services plus dédiés cybersécurité, ce qu'on fait beaucoup, ce qu'on a fait le plus, c'est tout ce qui est gestion des risques. Donc là, en général, c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'experts cybersécurité dans son entreprise d'entamer cette démarche. Donc là, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a des templates qui existent, qui sont reconnus par la FDA et la MDR, et une démarche en fait qu'on fait avec le fabricant via des workshops. Grosso modo, il y a minimum 2 workshops, un de démarrage et un d'arrivée. Où le premier workshop, on va voir avec vous le type de menaces que vous avez, qu'est-ce que vous voulez protéger, comment est utilisé votre produit, comment vous voulez aussi définir les niveaux de risque acceptables et non acceptables, l'architecture de votre produit, ce qu'on appelle le data flow diagram, donc c'est-à-dire la description des données qui transitent par le produit et qui vont qui sont sensibles. Après, nous, on va travailler, on va vous donner les risques qui sont applicables. Vous allez aussi nous expliquer quels sont les types de contrôles de sécurité que vous avez mis en place. Et à la fin, en fait, il y a un rating de tous les risques. Et normalement, l'idée, c'est que vous avez mis suffisamment de contrôles de sécurité pour rendre tous les risques acceptables. Donc ça, c'est une prestation assez courte
et où il y a aussi un transfert de compétences en termes de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on fera la première démarche avec vous, et normalement, dès la deuxième ou la troisième, vous serez un peu autonome et vous pourrez refaire soit sur une évolution de votre produit, soit sur vos autres produits. Après, il y a tout ce qui est test de validation, test de pénétration. Donc là, en général, ça nécessite une expertise et un peu de matériel et de software particulier. Donc ça, c'est des choses où vous nous confiez le produit et on va travailler dessus. Vous nous confiez le code et on va l'analyser. On reviendra vers vous. Et quand il y a des choses qui sont trouvées, ça doit être réinjecté dans l'analyse de risque, justement pour s'assurer que les risques sont bien pris en compte. Et après, quand vous visez certaines normes bien particulières et que vous voulez un petit peu dimensionner votre activité, on fait beaucoup d'analyses d'écart, donc soit par rapport à l'UL 2900, soit par rapport à la 81001-5-1. Et là aussi, c'est une prestation assez courte, c'est entre, on va dire, entre 5 et 10 jours. Et rapidement, en fait, on pourra vous donner le niveau où vous en êtes et ce qui vous manque pour atteindre la conformité par rapport à ces normes-là. Et bien sûr, le métier de base de Bureau Veritas, qui est la certification, où là, on peut fournir des certificats sur l'ensemble des normes qui sont citées ici. Bon, là, c'est un exemple de nos clients. Voilà, c'est tous les clients dans la cyber, et donc sur la partie en bas à droite, vous avez les clients de type cybersécurité. Et voilà. Donc il reste 10 minutes pour la partie questions-réponses. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Pouvez-vous nous préciser quelles sont les normes qui sont en passe d'être harmonisées au MDR? Est-ce que c'est bien? Oui, en fait, je vais essayer de revenir en arrière. Donc au MDR, les normes qui sont en train d'être harmonisées c'est celle-ci. Celle-ci, ce n'est pas encore une norme, c'est une technical specification, mais qui est liée à celle-là. Donc c'est vraiment celle-ci qui est la base du MDR pour la cybersécurité. Bonjour. Est-ce que vous voyez des modifications sur tous ces dispositifs par rapport à la directive NIS 2 ou pas du tout? A priori, je pense que les deux sont pas... Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Et a priori, les dispositifs médicaux ont leur propre réglementation. Donc, normalement, c'est indépendant. Après, la NIS 2, ça intervient par contre sur les infrastructures. Mais les produits médicaux, c'est vraiment ça qui s'applique. Mais le NIS 2, c'est plus pour ce qui sera critique dans l'hôpital. Voilà. Pas d'autres questions? Juste une petite information, on a un stand pas loin. Si vous souhaitez poser des questions d'une manière un peu plus approfondie, on a toute une équipe à côté, à votre disposition. Alors, pour ceux qui souhaitent aussi, on peut vous envoyer aussi le résumé par email. Donc, il suffit de passer me voir à côté, je vous enverrai par email. D'accord? Voilà. Je rebondis sur les... Oui, juste, Fasson m'avait dit s'il reste du temps de parler de notre expérience. Donc, je ne sais pas si vous êtes fabricant ou si vous intervenez dans d'autres domaines, mais ce qui est important quand même de ce qu'on a pu voir, c'est que malheureusement, la moitié des dossiers qu'on a, c'est des gens qui se font retoquer et après, donc, ils ont très peu de temps pour se mettre au niveau. Donc, le conseil, moi, qu'on peut vous donner, c'est ce qu'on avait marqué sur le slide, c'est plutôt d'anticiper, d'essayer de voir comment vous allez mettre en place les choses dans votre entreprise. Alors, vous n'avez pas toujours les ressources. Je sais que souvent, c'est difficile d'avoir ne serait-ce qu'un ingénieur dédié en cybersécurité parce que ça coûte cher et puis c'est pas facile à trouver. Donc, mais malgré tout, nous, on peut vous aider via les différentes prestations qui sont ici à vous organiser, à voir comment vous allez faire, à voir si vous êtes loin d'atteindre l'objectif pour éviter justement d'avoir à traiter des dossiers qui reviennent parce qu'ils ont été retoqués. Et donc, il y a 3 endroits où ça commence... Enfin, aux États-Unis, ça fait 3 ans. Au Japon, ça commence à être retoqué à cause du process sur la 81001-5-1 qui est demandé. Et à la MDR, il commence aussi maintenant à avoir des dossiers qui sont retoqués parce que
les dossiers ne sont pas assez solides. Les gens souvent mettent un tout petit add-on sur la safety, mais ça ne suffit plus. En fait, ça suffisait, je dirais, jusqu'à il y a 1 an, mais maintenant, ils regardent de plus près. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne journée.